Alors, pour nous accompagner ce soir de ses questionnements et de son expérience, je vous demande d'accueillir Smaïn. Bonsoir Smaïn. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci. Vous êtes français. Oui. Mais vous portez vos origines algériennes sur le visage. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir changer de tête? Oui, je voulais ressembler à Nagui. Mais après, non, je me suis dit non, il a trop une tête d'arabe. Bon. Non, c'est déjà pas mal de se porter soi-même, donc je me suffis à moi-même. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis que vous êtes célèbre, que vous êtes moins sujet peut-être aux réflexions racistes? Ben, ça serait mentir de dire le contraire. Évidemment, c'est un avantage extraordinaire. C'est-à-dire quand on est connu, il n'y en a plus besoin de montrer sa carte d'identité. Notre carte d'identité, nous l'avons sur le visage. Donc la célébrité rend blanc? Non, la célébrité rassure. Donc c'est une question qu'on se posera peut-être pendant l'émission. Oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire que je sais qui tu es, donc je suis rassuré. Alors effectivement, mais j'ai eu aussi mes heures de difficulté au début, surtout à mon adolescence. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu faire ce métier, pour me rassurer aussi moi-même. Smaïn, je présente maintenant Christiane et Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous habitez en Alsace. Vous êtes les parents adoptifs d'un petit garçon et d'une petite fille que vous avez adopté au Congo-Brazzaville. Vous étiez-vous posé la question de leur acceptation avant cette adoption? Oui, nous avons été rassurés par une famille du même village qui, avant nous, avait adopté au Sri Lanka et à Madagascar. Et donc leurs enfants sont aussi foncés que les nôtres. D'accord. Comment votre fils a-t-il été accueilli alors dans votre village? D'abord, ça a été une mascotte. Il est venu avec un gros ventre, il avait fait du paludisme. Et donc, c'était devenu la mascotte. Il était petit pour son âge, il avait un gros ventre. Et puis, partout où on passait, il recevait du chocolat. Non. À n'importe quelle heure, hein, ça pouvait être midi, midi et demi. Il avait droit à une tablette de chocolat. C'était la mascotte du quartier. Et c'est à l'arrivée de Clara, 2 ans plus tard, que les choses se sont gâtées? Clara est arrivée juste avant Noël et des gens ont hasardé la question, est-ce que vous allez en chercher beaucoup? Est-ce que ça va continuer comme ça? Voilà. Donc ça faisait un peu invasion déjà, c'est l'impression que ça nous a laissé. Alors un soir, vous avez retrouvé des tags sur votre maison. Que disait-il, Christiane? On n'aime pas le chocolat. Non. Les premiers mots étaient maison du PD, et puis des croix gammées, et le lendemain, la France aux Français, les nègres en Afrique. Et comment avez-vous réagi? D'abord, c'est la stupeur, et puis ensuite on enrage, et puis tant qu'à faire, comme on les aime bien, on fait venir les médias. Comment Quentin a-t-il réagi quand il a vu les tags dans la maison? Et il arrivait à ce moment-là avec Christiane, et ses premiers mots, ça a été « c'est de notre faute, c'est parce qu'on est noir ». Il avait quel âge? Il avait 7 ans. 7 ans. Il avait 7 ans. Qu'est-ce que vous lui avez répondu, Christiane? Je lui ai dit que vraisemblablement, ça leur était destiné, et par la suite, on a expliqué le sens des croix gammées. Vous avez expliqué les croix gammées? Oui. Parce que je ne pensais pas faire ça à cet âge-là, parce que je trouve que 7 et 4 ans, c'est l'âge de l'innocence, et j'aurais bien aimé qu'ils puissent grandir un peu tranquillement. Mais en même temps, c'est un tel symbole et ressenti très douloureusement par moi, alsacienne, dont le papa avait été obligé de servir dans l'armée allemande et l'a toujours regretté. Il venait de mourir le 1er avril et le 18 juin, on se retrouve avec ce décor sur les murs de la maison. Je pensais qu'on était obligé là d'ouvrir une page d'histoire et de leur expliquer pourquoi. Qu'avez-vous fait quand vous avez vu les croix gammées sur votre maison? Vous avez porté plainte immédiatement? Oui. On est allé à la gendarmerie au bourg voisin, on a déposé une plainte. Et tout le monde est parti sur l'idée que ça ne pouvait être que les enfants. Il y avait les fautes d'orthographe et puis c'était à 1 mètre du sol. Et donc ça en est resté là. Et donc ça a été classé? Ça a été classé. Et quand vous avez adopté votre enfant, est-ce que vous pensiez qu'un jour être confronté à ce problème? Pour ma part, par exemple, j'ai mes parents, qui étaient donc mes parents adoptifs. Quand l'ADAS s'est mis en rapport avec eux, on leur a conseillé d'adopter un enfant du Maghreb, pour qu'il puisse y avoir, en tout cas, une identification. Parce qu'eux-mêmes étaient maghrébins.
Si votre enfant donc était blanc ou si vous étiez noir, est-ce que vous auriez été confronté à ce problème? Bon, vous avez hésité à adopter des enfants noirs ou pas? Il était clair oui, pour c'est ça, nous vous avez hésité au départ qu'un enfant qui soit noir, jaune ou boiteux serait sûr. toujours amené à des réflexions et puis à être éventuellement montré du doigt. On ne pensait pas que ça prendrait de telles proportions. Ah oui. On va revenir vers votre histoire. Sophie Cadalen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste. Est-ce que c'est douloureux systématiquement de se sentir différent, par exemple, de ses parents? Oui, l'enfant, en tout cas dans un premier temps, a besoin de se savoir appartenir à quelque chose, je dirais de façon très générale, à quelque chose, à quelqu'un, quelque part. Oui. Et ensuite, fort, je dirais, de cette appartenance, il va pouvoir cultiver sa différence. Et on a tous envie d'être un petit peu pas pareil que les autres, mais à condition de savoir d'où on vient et d'avoir été accepté de là d'où on vient. Alors, vous habitiez un village de 700 habitants. Ça veut dire que tous les gens que vous croisiez étaient susceptibles d'être ceux qui avaient fait les tags. Comment on vit avec ça? Ça pouvait être des gens de l'extérieur. Personnellement, je n'ai pas vécu en regardant les gens comme étant susceptibles d'être à l'origine de cet acte. J'estimais que ce n'était pas mon travail. J'étais là pour rassurer mes enfants, pour continuer à vivre en famille aimante. Et j'estimais que c'était les autorités, notamment la gendarmerie, qui avaient ce travail d'enquête à faire. Alors vous, Christophe, vous avez donc alerté les médias, vous avez organisé une marche silencieuse à laquelle à peu près 500 personnes sont venues. Et puis 2 ans plus tard, ça s'est empiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors 2 ans plus tard, Quentin jouait avec d'autres enfants de son âge, ils étaient à 4, à jouer un peu plus loin au bord d'un pré. Et puis arrivent 5 gamins de 11 à 14 ans, dont 3 sont du village et d'autres du village à côté, qui leur tombent dessus. Puis un gamin d'11 ans qui sort une opinel qui lui tient sous la gorge, en disant « Tu sens la lame, si je te la plante, t'es mort ». Alors bon, ça commence là, et puis finalement, il y en a un qui sort une boîte d'allumettes et puis qui essaye de lui mettre le feu aux habits. En présence d'un adulte, parce qu'une fillette qui passait par là est vite allée chercher sa maman, qui est éducatrice et quelqu'un de posé, qui s'est tout de suite vue menacée d'un poing quand elle n'avait pas encore eu le temps de leur dire quoi que ce soit. Et ça ne les a pas dérangés pour rester dans leur position de menace et donc rajouter l'allumette. Et pour vous, si Quentin s'est fait mettre un opinel sous la gorge et s'il a eu le feu à ses habits, c'est parce qu'il était noir? C'était assorti d'insultes? Ils étaient 3 blancs et un noir à jouer ensemble. Ils étaient 2 garçons et 2 filles. C'est Quentin qui a eu la menace suprême. Comment l'avez-vous appris, ça? Il est rentré pour vous le dire, Quentin, à la maison? Non, il nous a parlé d'une altercation entre enfants, du type on ramassait des noix, ils nous ont jeté des noix dessus, on a riposté. Et puis c'est le soir, après le souper, qu'on s'est rendu compte que son sweatshirt était en boule dans la salle de bain. Je dis bon, ça y est, il laisse encore traîner ses fringues. Bon, on ramasse et on se rend compte que la manche est noircie, qu'elle est brûlée. Et c'est là où il vous l'a dit? Quentin dit non, je me suis sali. On dit attends, c'est pas sali, c'est brûlé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fou, ça. Et c'est là qu'il a craqué, qu'il nous a dit ben voilà ce qui s'est passé. Il n'a pas eu un moment de révolte, un moment? Une révolte? Non, il a culpabilisé. Si vous avez des ennuis, c'est encore de ma faute, c'est parce que je suis noir. Vous pensiez que ça existait, un racisme violent d'enfants envers d'autres enfants? Oui, évidemment. Tout dépend comment on se défend. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi, et cette chance, justement, j'ai réussi à me défendre justement par l'humour, à me moquer de moi-même. Mais je peux... Tout petit? Tout petit. J'ai jamais vraiment été confronté à ce problème. Quand j'étais confronté à ce problème-là, j'ai réussi justement par l'humour à faire passer la pilule. C'est peut-être certainement cette chance. Mais je pense à votre enfant, je peux considérer que cette douleur doit être très très intense en lui. Et la question à savoir, c'est est-ce qu'à un moment, est-ce qu'ils vous l'ont pas reproché? Est-ce qu'un jour, on ne reproche pas à ses parents de dire « Je suis noir, pourquoi tu m'as ramené ?» Pourquoi vous m'avez ramené ici? Certains de ses copains, parce qu'on fréquente d'autres familles qui ont adopté des enfants qui viennent du même endroit, certains de ses copains l'ont exprimé nettement. Nous, les enfants, ne nous l'ont pas dit jusqu'à présent. Ça viendra peut-être.